Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex, vous êtes bien sur Générique Kids, c'est l'heure d'Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga. Au menu de ce 198e Anime News, des brèves, notamment pour le mois d'octobre avec l'éditeur Nobinobi, et puis ensuite des news manga. Cette semaine vous attendent les éditeurs Akata, Kiun, Kaze Tonkam, Delcourt, Komiku, Ototo et Taifu. Je vous parlerai également vidéo, dessin animé avec Kaze et puis Crunchyroll, et nous terminerons cette Anime News avec un portrait d'éditeur. Akata, Dominique Verret, a répondu à quelques-unes de nos questions. Pour commencer avec les mangas des brèves attendus chez Nobinobi, leur nouvelle collection Les Classiques en manga qui débutera le 9 octobre. Ce sera avec 2 one-shots, des histoires classiques du roman littérature jeunesse adaptées en manga. Pour ces premiers opus, rendez-vous avec les 3 mousquetaires ainsi que Princesse Sarah. Kaze Manga vous donne rendez-vous avec ses sorties de la rentrée le 24 septembre. Pas mal de titres sont annoncés. L'édition de luxe d'Hokuto no Ken avec son tome 6. Les Chevaliers Tenkai Knights avec un premier tome. Je vous ai parlé l'autre jour de ce nouveau manga. Black Lagoon tome 10. No Money tome 9, le 12e opus de Skate Dance, le tome 18 de Mademoiselle se marie, le 22e de Beelzebub que les fans attendent, et puis le 3e tome des Mystérieuses Cités d'Or, adapté de la série animée. C'est avec grand plaisir qu'on va redécouvrir la suite de cette saga mythique. Les éditions Kiun vous donnent rendez-vous le lendemain, 25 septembre, avec le 5e tome de Ash et Ellie, le 6e de Lucica, le 6e également d'Animal Kingdom, et puis de la nouveauté, je vous l'avais annoncé l'autre jour, avec le premier tome de Kid Luck, un bon remontant pour cette rentrée, un concentré d'humour, un manga signé par Yuko Osada. Avant de retrouver Dominique Verret dans la partie entretien d'Anime News, Akata nous présente ses sorties du 25 septembre, notamment le 3e tome de Magical Girl of the Hand et puis les 2 premiers tomes de l'attendu Prisonnier Riku, un nouveau manga au style graphique très soigné, un manga signé par Shinobu Seguchi. Une société corrompue, un enfer pour un enfant de 13 ans. C'est le quotidien de Riku dans un Japon qui a été dévasté. Une météorite s'est écrasée sur Tokyo. La ville est séparée en 2. Les riches, les pauvres de l'autre côté. Un jeune homme de 13 ans, Riku, se retrouve à tort en prison. Il va vouloir venger la mort de son grand-père et on peut dire qu'il a un caractère bien trempé, une force surhumaine, la force du désespoir, la force de vivre. Prisonnier Riku, ça sort donc le 25 septembre. Les 2 premiers tomes seront disponibles chez Akata. Chez Tonkam, maintenant, à noter pour les suites de séries entamées, une sortie au 24 septembre du tome 4 de Bad Luck Witch, du 3e tome de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood, du 3e tome également de Dance in the Vampire Band Sledgehammer et du 2nd tome de Sword Guy. Et puis chez Delcourt, le même jour, ça rime en plus, le 10e tome de Love So Life, un shoujo, le 3e tome de Crazy Zoo, le 30e déjà de Coq de Combat, le 4e de J-Boy, le 1er tome d'un nouveau titre, Tokyo Reverse Age, ainsi que le manga français Loa, signé par Guillaume Stay. Pour ce dernier, c'est un shonen et c'est donc chez Delcourt. C'est avec régal qu'on se délecte à partir du 25 septembre chez Komiku du 4e tome du chef de Nobunaga, ainsi que du 3e tome de Tamami the Observer. Et puis, nouveau manga chez Komiku, Fatima, déesse de la vie, 1er et 2nd tome sur 2, donc c'est la série complète qui vous est proposée. C'est dans un univers désertique qu'on fait la connaissance de Fatima, qui détecte la présence de l'eau, qui la manipule et qui permet ainsi d'offrir la vie à des civilisations entières.
forcément, Fatima est très convoitée, son pouvoir également. Et voici le début d'une histoire fantasy. Aux accents orientaux, ça rappelle les 1001 nuits, c'est très bien dessiné et c'est signé par Reika Mizushima. De très belles pages couleurs ont été insérées dans cette édition française, elles sont issues de la prépublication japonaise et les jaquettes ont eu droit à un traitement spécial de très très belles illustrations de l'auteur. Aventure et romance sont donc au menu de Fatima, la déesse de la vie, sortie le 25 septembre chez Komiku. Les nouvelles sorties yaoi, c'est chez Taifu le 25 septembre avec un 9e tome très très attendu pour The Tyrant Who Fall in Love, toujours signé par Hinako Takanaga, et un climat très tendu pour Soichi et Morinaga puisque ce dernier doit s'absenter une semaine pour un stage, une semaine pendant laquelle tout va aller au plus mal pour Soichi au laboratoire. On peut dire en tout cas que la passion est toujours au rendez-vous. 9e tome donc pour ce très beau yaoi, à réserver bien sûr à un public adulte et averti. Et puis je vous parlerai plus en détail la semaine prochaine des autres sorties yaoi chez Taifu du 25 septembre, notamment deux one-shot Amour éternel signé par Ko Yoneda et Cherry Poppers signé par Neko Kanda. Chez Ototo, pour terminer avec les mangas, c'est le 25 septembre que sortira le 10e tome de Spice and Wolf et je vous conseille vivement, je vous en ai déjà parlé, de vous rendre sur la page Facebook d'Ototo puisque vous allez pouvoir participer à un concours pour gagner une figurine de Holo, l'héroïne de Spice and Wolf. Rendez-vous donc dans le tome 10 de Spice and Wolf et puis c'est également le 25 septembre que sortira Inu et Neko, premier tome donc d'un seinen signé par Kuzushiro. Gentil Toutou et Jolie Matou, ce sont deux lycéennes et leur quotidien donc dans ce manga qui compte déjà 4 tomes au Japon, sorti donc en France chez Ototo le 25 septembre. Parlons dessin animé maintenant avec l'éditeur Kazé, puisque c'est chez Kazé que sortira le film de Sailor Moon en DVD après la série télé Le Film le 24 septembre. Il s'agit plus précisément du film de Sailor Moon Air, de quoi retrouver donc nos jolies Sailor guerrières. Crunchyroll a annoncé la diffusion d'un nouvel animé à partir du 27 septembre. C'est une série de science-fiction qui s'intitule Karen Senki. Elle sera visible donc dès le 27 pour les abonnés premium de Crunchyroll sur leur plateforme. Et puis ensuite, il faudra attendre une petite semaine pour pouvoir voir l'épisode gratuitement. Karen est une jeune fille qui vit dans un monde post-apocalyptique. Les machines, les robots ont pris le dessus sur nous, sur les humains, sur leurs créateurs, et elle va rentrer en résistance dans un groupe qui s'appelle le groupe 11. Petit à petit, on va découvrir le passé de cette jeune fille et son lien qu'elle avait avec les robots. L'histoire est sortie tout droit de l'imagination de Oji Hiroi, un créateur de jeux vidéo, et de Kosuke Fujishima, le mangaka, auteur de Ah My Goddess. Ils avaient d'ailleurs déjà imaginé ensemble Sakura Wars. Karen Senki, c'est donc le nouveau simulcast de SF à ne pas manquer sur Crunchyroll à partir du samedi 27 septembre. C'est toujours Alexandre avec vous sur Generic Kids pour le 198e Anime News. Je vous remercie de nous suivre et maintenant il est l'heure de la deuxième partie de l'émission avec la rencontre Dominique Verret des éditions Akata. Il s'est prêté au jeu des questions-réponses à Japan Expo. C'était en juillet dernier pour ce portrait d'éditeur. C'était une rencontre franche, très sympathique, avec un passionné par la nature, un passionné par son métier, un éditeur qui soigne et qui porte ses titres ainsi que ses auteurs. L'entretien, c'est tout de suite. Donc, bonjour Dominique. Bonjour. Merci de nous accorder donc quelques instants pour Generic Kids, pour Anime News. Je voulais savoir en premier lieu ce que représente aujourd'hui Akata, dans un marché donc qui est très dense, le marché du manga en France, et quel est l'atout d'Akata pour se dénoter de ce marché? Économiquement représentant rien du tout.
vu qu'on a tout un catalogue à reconstruire, à faire. Mais comment, en termes d'éditeurs avec une identité, des emmerdeurs. Non, on est plus estimé que ça. Comment dire, sans aucune prétention, il y a toujours une attente des collègues à notre égard, parce qu'on a toujours un peu ouvert des portes, voilà, des choses comme ça, quoi. On a toujours amené des choses un peu différentes, donc c'est pour ça que on est attendu, et puis où il y a une certaine sympathie à notre égard de la part des autres éditeurs, quoi. Donc pousser des portes pour amener la différence et amener de la richesse. Oui, des ouvertures, quoi, de nouvelles directions éditoriales. Et justement, depuis votre séparation du groupe Delcourt, c'était il y a 1 an, est-ce que vous avez repensé votre ligne éditoriale ? Est-ce que c'est... Avec les éditions Delcourt, quand on a commencé à travailler en 2001 avec cet éditeur, on avait carte blanche, et ça a duré de 2001 à la fin 2013, donc 12 ans, décembre 2013, ça fait 12 ans. Oui. Donc vers la fin, 3 ans avant la fin, au fur et à mesure, le boss, quoi, Monsieur Guy Delcourt, a pensé qu'il était plus pertinent que nous, et donc il y avait eu de plus en plus des exigences de sa part, et nous, on n'avait pas envie de finir dans la prostitution, quoi. Donc l'autonomie est votre salut, finalement. Ouais, c'est ça. Je dois dire que j'ai fait un peu la feignasse les 3 dernières années, parce que on nous imposait tellement de choses. C'était, je parle pas du personnel en général qui était très sympathique, mais bon, Monsieur Delcourt est maître de son entreprise et de sa maison d'édition, et donc on partageait pas la même vision éditoriale. Je comprends qu'il avait des préoccupations, comme il y avait un recul du marché, comme on dit dans ces milieux-là. Pour lui, c'était important qu'on lui trouve des titres très commerciaux, mais nous, c'était pas notre préoccupation. C'est-à-dire que notre préoccupation, c'est de trouver toujours des titres qui ont toujours un peu plus ou moins de fond, et s'ils peuvent se vendre comme ça donne Fruit de Basket ou Nana, c'est génial, quoi. Donc quitte à faire un best-seller, on voulait le trouver avec des choses à dire, quoi. Donc ça se fait pas forcément tous les jours, donc ça crée des tensions entre Guy Delcourt et nous, et une incompréhension. Mais cela dit, pour nous, ça a été une très bonne expérience de travailler avec les éditions Delcourt, et puis je souhaite aux personnes qui prennent la suite de notre travail, de réussir et que tout aille bien, quoi. Vous, ce que vous cherchez, c'est des titres qui ont une âme. Ouais, c'est ça. Vous pique au cœur. C'est-à-dire, nous, on est dans des logiques basiques, quoi. C'est-à-dire, le papier, c'est fait avec des arbres, donc on essaye d'économiser des arbres. Ou si on utilise beaucoup d'arbres, au moins que ce soit un sacrifice mérité. Pour un message. Voilà, oui. Et le message, justement, on le retrouve. Alors, quelques titres pour commencer. Daisy, qui visiblement fonctionne très bien et qui est très émouvant. Moi, jardinier citadin. On sent dans le choix de vos titres de l'humanisme. Je ne sais pas si c'est de l'humanisme, parce que l'humanisme, je pense qu'il y a une définition particulière de l'humanité, quoi. On essaye. Un certain humanisme. Parce que on peut réfléchir à ce qu'on publie et mettre de l'humanité dedans et être quelqu'un d'insupportable, quoi. mais oui, on s'efforce, quoi, de mettre en avant l'être humain, quoi, de rester très humain, et on est tout à fait pour des succès éditoriaux, comme on peut considérer que Daisy, là pour le salon, on est super surpris, parce que le livre qui se vend le plus, c'est Daisy. On va pas avoir assez d'exemplaires de Daisy, comme quoi on peut sortir un shoujo qui est très remuant, qui est très touchant, quoi, qui met vraiment le doigt sur une problématique qui est pas prête de s'arrêter, et qui va faire mourir beaucoup de gens, et en même temps être un succès éditorial, quoi. Et pour parler de Daisy, justement, c'est un titre choc, c'est un shoujo. Moi, je trouve que la douceur de la couverture tranche beaucoup avec la gravité des sujets qu'elle aborde, puisqu'on parle de Fukushima, on parle de l'adolescence quelquefois sacrifiée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus justement de ce titre qui obtient du succès? Nous, comment dire, dans la succession, on a envie d'avoir au minimum 3 titres, on va dire, écolos, 3 titres green par an, quoi, minimum. Oui.
Et donc cette année, pour l'année dernière, comme on a été obligé par les événements de démarrer plus tôt, et ça, Monsieur Delcourt a été gentil, nous a laissé publier Sidi Iqbal, parce qu'il fallait que ça corresponde à un planning, à un agenda de l'ambassade de Taïwan. Donc on avait mis en avant les aborigènes. Les aborigènes de Taïwan dans les années 30 qui se sont fait coloniser, taper dessus et exploiter leurs matières premières, à savoir les arbres, la nature, mais aussi les minerais, par les Japonais dans les années entre 1890 et 1930, quoi, la date de cette révolte du peuple sidique, quoi. Donc on était dans notre titre écolo parce qu'on est sensible au peuple premier, parce que les peuples premiers, sur le plan de spiritualité ou de la sensorialité, c'est les êtres humains qui ressentent la nature, quoi. Les peuples le premier ont la capacité de déceler des animaux, on va dire, pour faire dans la caricature, 10 minutes avant qu'ils soient devant, quoi. Ils vivent en harmonie avec la nature. Voilà, ou ressentir les arbres, voilà, selon les arbres, ça vibre différemment, toutes ces choses-là, quoi. Donc nous, c'était intéressant et de mettre en avant ce peuple-là, une situation historique, et puis aussi de taper un peu les doigts sur certains interlocuteurs japonais qui sont un peu, entre guillemets, impérialistes dans leur vision de notre intérêt pour le manga, quoi. Donc moi j'ai été un peu prosélyte de la culture japonaise, mais tout n'est pas intéressant dans la culture japonaise, et donc il y a certaines attitudes qui méritaient de se faire frapper sur les doigts. Donc j'ai permis à une BD qui montre un mauvais rôle de la part des militaires japonais avant-guerre, quoi, mais en même temps dans un sujet nature. Après on glisse sur cette année où on a fait moi jardinier citadin sur le jardinage bio en milieu urbain. Oui. Et le deuxième, c'était Daisy, parce que comment dire, ça s'est éloigné de nous, Fukushima, parce qu'on n'est pas sur le terrain, mais il ne faut pas oublier que la radioactivité qui s'est échappée dans ce secteur-là a touché une population. Hein. Moi, je pense que on peut pas dire statistiquement, mais on va dire grosso modo peut-être 20%, 30% de la population japonaise qui serait cette zone-là habitée a dû être fortement touchée par la radioactivité. Ça va continuer, quoi. Et que, par exemple, on a eu l'occasion avec une amie japonaise qui travaille pour un éditeur de BD, son époux ingénieur, quoi, il nous a dit avec ce qui se passe à Fukushima, les infiltrations des eaux touchées par la radioactivité descendent dans la nappe phréatique, c'est très spongieux, plus on descend plus c'est spongieux, ça peut s'écouler jusqu'à Tokyo. Oui. Ça peut glisser dans la nappe phréatique de Tokyo parce que c'est relié en dessous. Dans toutes ces zones-là humides. Les sous-sols communiquent. Alors, on peut imaginer, pour faire peur aux gens, qu'aux Jeux Olympiques, on boit de l'eau qui va vous donner un sourire vert. Non, mais c'est pour faire un peu flipper parce que les autorités japonaises ont obtenu les Jeux Olympiques parce que le lobby du nucléaire à l'échelle planétaire a une méga influence, quoi. Parce que tout le capitalisme planétaire fonctionne avec le nucléaire, quoi. Parce que vous enlevez le nucléaire, il y a un paquet de merde qu'on consomme plus, hein, qui marche avec l'énergie. Hein. Déjà, il y a une grosse partie des jouets de Noël, c'est Dilette, quoi. Tous ceux avec des trucs rechargeables, quoi, à base de centrales nucléaires. Donc, ça menace. On leur donne les Jeux Olympiques, donc quelque part si c'est fortement plus pollué et que ça foire les Jeux Olympiques, comme dans Akira, quoi, ça sera pas mal. Voilà. Vous êtes un éditeur engagé. Akata, éditeur citoyen. Non, je pense que il faut arrêter de parler comme ça. Nous, on n'est pas engagés. On fait notre travail normal, quoi. C'est-à-dire, on est dans une situation où la majorité des parents, maintenant, s'ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas vraiment un avenir joyeux pour leurs enfants, c'est qu'ils sont complètement cons, quoi. Et ils sont pas parents. Donc, je pense qu'on a dépassé l'engagement politique, on a dépassé l'engagement écologique, c'est-à-dire là maintenant il faut agir, quoi. Il faut agir réaliste, alors. Ah oui, voilà, il faut être réaliste. Il faut arrêter de payer cher le bio. Il faut dire au gouvernement, voilà, on veut tous manger naturel, donc vous nous faites une agriculture sans produits chimiques. Vous nous faites des soins médicaux où on nous empoisonne pas avec de la médecine chimique, quoi. Et vous arrêtez les centrales nucléaires parce qu'il y a des possibilités au niveau des gaz naturels, c'est-à-dire à partir de nos excréments, on peut produire notre chauffage, faire cuire nos œufs. Voilà, il y a plein d'alternatives qui existent. D'alternatives, énergie renouvelable. La possibilité de vivre tout à fait différemment et d'une manière propre existe
technologiquement, scientifiquement, et au niveau, comme tu disais, d'un certain humanisme, d'un certain savoir-vivre qui n'est pas obligé de passer par le religieux, mais bon, on peut faire du yoga pour calmer son agressivité. Donc tout est possible, tout est possible. Donc nous, on s'inscrit comme un éditeur qui a envie d'exprimer le tout est possible au fil des ans. On vous sent effectivement, ça c'est une évidence, proche de la nature. Quand on édite un titre comme Moi jardinier citadin, c'est un vrai pari, c'est un vrai risque et pari gagnant en plus puisque le titre est remarqué. Est-ce que ce risque vous fait peur ou est-ce qu'au contraire on y va et on se fait plaisir? Non. Nous, ce qu'on a fait, on a quitté Delcourt et puis on sait faire que de l'édition de manga, de BD. On se trouve, on vit vraiment à la campagne dans un hameau, à côté d'un temple bouddhiste justement vietnamien qui fonctionne avec 2 temples sur Paris, et on est en contrebas il y a le village et on est en Haute-Vienne, c'est-à-dire on est dans le trou du cul du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 solutions pour nous, ça passe ou ça casse quoi. Donc là on s'est lancé dans l'édition et on a pris un gun, on a mis 4 balles et on joue. Voilà. Normalement la roulette russe c'est 1, mais nous on en a mis 4 quoi. Donc on fonctionne comme ça, on n'a pas le choix. Vous donnez également la possibilité à des auteurs, enfin un auteur français qui est d'ailleurs présent, Michael Almodovar, un auteur français d'être édité, donc notamment avec son titre Les Torches d'Archilon. Est-ce que là aussi c'est un pari? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps? On estime que nous, on édite depuis 94. Avant, on a fait avec Tonkam de l'import, des choses comme ça. Avant, j'ai fait de la BD plutôt d'occasion, tous ces trucs-là. On s'est trouvé être éditeur et on a fait que du manga, entre guillemets. Donc déjà, là, maintenant, on a fait Taïwan et on a fait la Corée. Taïwan avec Sidi Iqbal et Moi jardinier citadin à la Corée. On a montré qu'il se passait des choses en BD là-bas. Donc pour nous, c'est aussi un peu libérateur, quoi. Oui. Parce que ça fait des années qu'on a un peu identifié pour faire du prosélytisme culturel japonais. Et donc, c'était bien de mettre en avant d'autres pays aussi asiatiques parce que le Japon, par rapport à la méconnaissance qu'on avait sur l'Asie il y a 20 ans, les nouvelles générations, maintenant vous appréhendez des bases de manière de raisonner, d'être japonaise. Maintenant, vous allez mieux comprendre les Chinois, mieux comprendre le Coréen. C'est génial pour vous, les nouvelles générations. Et pour nous, on peut dire qu'au bout d'un certain moment, on se dit, on n'est pas éditeur. Parce que j'achète des licences. Donc ça veut dire on est des fox terriers, quoi, des bons chiens de chasse, on a du pif et on trouve des bouquins qu'il faut faire, quoi. Mais c'est pas suffisant. Être éditeur, c'est prendre le risque de donner des avances de droit sur un projet qui nous séduit sur une rencontre avec quelqu'un. Et puis par rapport à ce que ça coûte, c'est super dangereux. Et si ça passe, c'est une grande satisfaction personnelle, quoi. Donc voilà, on avait envie vraiment de devenir des éditeurs, donc de faire la création française. Et aussi, ça fait tellement d'années que les nouvelles générations ont lu et des mangas, et des comics et des BD de tous les côtés, que maintenant il est temps de travailler avec les artistes d'une nouvelle France, quoi. Et de leur donner leur chance. Des nouvelles générations qui sont produits par un mix culture issu des migrations et qui ont le cerveau ouvert à 360 degrés sur les cultures de la planète qui sont exprimées en BD. Donc c'est ça le truc, quoi. Je vous remercie beaucoup en tout cas, ouais. Je vous souhaite une bonne continuation. Ouais, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je tiens à remercier encore une fois très chaleureusement Dominique Verret ainsi que les éditions Akata pour avoir répondu à nos questions. Merci également à l'équipe de Japan Expo qui nous a accueillis et qui a permis cette rencontre. Et puis merci à notre partenaire Sonop qui va relayer ce 198e Anime News, car le replay vidéo c'est sur generikids.fr, c'est sur Dailymotion, YouTube et c'est aussi sur Sonop, le site des passionnés du Japon. Je vous rappelle que d'autres reportages sont bien sûr à retrouver sur le site internet de Sonop. L'actu du manga et de l'animation japonaise se vit au quotidien, c'est pourquoi vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter, Alex_anime_GK, et puis bien sûr sur les pages Facebook des émissions Anime News, sur la page de Generic Kids et de l'émission Anime Story. D'ailleurs, Anime Story, c'est votre deuxième rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous à partir du mercredi soir à 21h. Je vous remercie tous pour vos messages, votre fidélité.
Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Générique Kids. Rendez-vous dans 7 jours. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.